Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Autre 20h, la deuxième de la semaine. Au programme aujourd'hui, la grève générale illimitée qui a débuté ce mardi 5 février. Taux de participation, composition des cortèges, revendications. On reviendra sur cette journée de mobilisation avec Romain Madoud et Irving Madji. On fera aussi un point sur la situation du Venezuela et un focus sur le grand débat national. On a demandé à des citoyennes et des citoyens comment ils vivaient ce moment de consultation nationale. Aujourd'hui, c'est Danielle Moati-Gornet, enseignante à la retraite, qui nous en parle. On vous plongera ensuite et enfin dans l'ambiance du festival de Gérardmer qui a été bousculé quelque peu par la présence des Gilets jaunes. Après le journal, il faudra rester avec nous. Vous retrouverez l'autre interview. Ce soir, Yanis Mamdi reçoit le chercheur Romain Caillé. Aujourd'hui, c'était donc la première journée de grève à l'initiative de plusieurs organisations politiques, associatives et syndicales soutenues par les Gilets jaunes. Dans cette 13e semaine de mobilisation, Romain Madoud, qui est allé dans le cortège parisien, s'est demandé si une convergence solide et durable dans le temps entre tous ces groupes était possible. Voilà un début de réponse dans son reportage. Regardez. Ils étaient 30 000 dans le cortège parisien selon la CGT et 18 000 pour la préfecture de police. Ce mardi 5 février, militants syndicaux, politiques et associatifs ont défilé avec les Gilets jaunes contre la politique du gouvernement. Un pari réussi pour ce premier appel à la grève nationale des syndicats, soutenu par les Gilets jaunes. Une convergence nécessaire pour la plupart des manifestants que nous avons rencontrés. Pour la CGT, vaut mieux arriver tard que jamais, donc c'est plutôt pas mal qu'ils arrivent. C'est dommage que ce soit un peu tard, mais bon, le principal c'est d'arriver. Comme les syndicats avaient perdu un petit peu de leur taux de puissance, c'est important que qu'ils redeviennent puissants et qu'on soit tous ensemble pour lutter contre cette politique. C'est l'union qui fera la force et puis il faudrait qu'il y ait de plus en plus de Français qui nous rejoignent, qui adhèrent aux mêmes idées que nous. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de faire converger l'ensemble des luttes. C'est-à-dire toutes les luttes, qu'elles soient au niveau social, associatif. Dans beaucoup d'établissements, il y a des grèves. Nous, dans notre secteur de la santé, dans des EHPAD, dans des cliniques. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai qu'il met un peu sur le devant de la scène un certain nombre de revendications sociales, le mal-être des gens. Je pense que l'intersyndical, c'est vraiment quelque chose d'important. L'appel syndiqué non syndiqué, avec les gilets jaunes, moi je porte mon gilet pas depuis très longtemps, depuis 15 jours alors que j'étais aux manifs. On est dans une période politique terrifiante au niveau européen et je pense qu'on doit être vraiment ensemble. Il était important pour nous aujourd'hui que ce premier essai, parce que c'est une première tentative, réussisse, que ça se passe bien. Et donc on apporte notre écho et notre appui à tout ça. Moi ce que je souhaite, c'est que la force propulsive des Gilets jaunes, le fait qu'ils ont ouvert la voie, montré qu'on pouvait faire reculer Macron, serve le monde syndical, à condition que le monde syndical soit aussi capable justement, de s'ouvrir aux formes d'organisation spécifiques des Gilets jaunes et de comprendre que le moment est suffisamment historique pour peut-être être un peu plus, volontaire, osé. Bon voilà, nous on commence à... Par exemple, on entend parler de grève générale. Peut-être qu'à un moment donné, pour appuyer le mouvement des Gilets jaunes, ça sera nécessaire d'essayer. Voilà, je pense que c'est une période de l'histoire où ça vaut le coup d'être audacieux. Je pense qu'on a tous fait tous le même combat. On se bat contre les ultra riches. Moi, je me mobilise à chaque fois qu'il y a une mobilisation, surtout quand c'est unanime comme ça. C'est fort. Aujourd'hui, ça peut être vraiment un point de jonction, un point où cette colère s'organise et peut aboutir. On est vraiment à un moment où il faut aller au-delà de la colère, il faut qu'elle soit toujours là, mais qu'elle puisse se concrétiser vers vraiment quelque chose de très efficace pour qu'il y ait un véritable changement.
Au départ, on ne voulait pas de tout ce qui était syndicat et politique. On voulait vraiment que ça reste un mouvement de rue. Mais là, pour certaines personnes, ils ont l'impression que le mouvement s'essouffle. Donc avec les syndicats, on a plus l'effet de masse. Et donc on espère faire bouger les choses. Si la grève se prolonge, ils vont être obligés de faire quelque chose, le gouvernement, c'est obligé, c'est pas possible. Ils vont pas laisser les choses s'envenimer comme ça, c'est pas possible. Tant qu'il ne se passera rien, je continuerai tout le temps, je viendrai tous les samedis. Moi je suis là tous les samedis. Merci à Romain Madoud d'avoir été donc dans le cortège parisien. Par ailleurs, la mobilisation ne s'est pas déroulée qu'à Paris, n'est-ce pas Irving ? Oui, Dolores, aujourd'hui, la grève générale s'est tenue un peu partout en France, suite à l'appel lancé par Éric Drouet et la CGT. Plusieurs secteurs ont donc répondu à cet appel, la SNCF, les personnels de santé, les personnels de l'éducation nationale, du social et de la Poste. Deux revendications principales, la hausse des salaires et la justice fiscale. Alors que le mouvement des Gilets jaunes est là depuis 3 mois, que leurs revendications ont été posées sur la table depuis plus de 2 mois, la CGT reprend à son compte les 2 revendications phares des Gilets jaunes. Des manifestations ont été organisées partout en France. Selon les informations dont on dispose, 1 millier de personnes étaient réunies dans la nuit de lundi à mardi à Rungis, principalement Gilets jaunes, pour bloquer les portes du marché de Rungis. Plusieurs facs ont aussi été bloquées, comme c'est le cas pour Paris 8 et Tolbiac. D'autres universités comme le Mirail à Toulouse ou encore l'Université Montaigne à Bordeaux ont également été bloquées. Et des AG s'y sont tenus cet après-midi. Solidaires étudiants s'est joint aux Gilets jaunes pour bloquer le campus de l'Université Grenoble-Alpes. Les Pyrénées-Orientales, Marseille et la Normandie ont également été touchées par la mobilisation. À Rouen, les habituels ronds-points des Vaches et de la Motte ont été bloqués. Près du Havre, les blocages ont perturbé dès 6h30 du matin la circulation des autoroutes A131 et A29. D'autres blocages ont également eu lieu près du stade Océane, le stade du club de foot du Havre. Au rond-point Eurochannel de Dieppe, les Gilets jaunes ont entrepris de bloquer les transports poids lourds. À Marseille, plusieurs rassemblements ont été initialement prévus. À 5h du matin à Porte d'Aix, à 11h du matin sur le Vieux-Port et enfin à 18h rue d'Aubagne, à l'initiative du collectif Marseille en colère, en hommage aux victimes de l'effondrement de l'immeuble qui a eu lieu dans la même rue. On peut dénombrer plus de 5000 personnes dans ces manifestations, selon les chiffres de la police et de la presse. Dans les Pyrénées-Orientales, cette fois, plusieurs services ont également été touchés. Comme je le disais tout à l'heure, la SNCF, le trafic TER a été relativement perturbé et certains services de bus ont été touchés. À Perpignan, les écoles, la Poste ou encore les services de finances publiques ont vu leurs services dégradés par les grèves. À Lyon, les personnels de santé étaient mobilisés, comme le montre cette image. On apprend aussi que 4300 personnes, toujours selon la police, ont participé à la marche et plusieurs dizaines de cantines ont été fermées ou en service réduit. Un mardi noir avait été annoncé sur les réseaux sociaux à Toulouse. Une forte mobilisation s'est tenue dans les services de transport et les écoles. L'A62 a également été bloquée par des gilets jaunes. Entre 8000 et 12 000 personnes étaient présentes dans ces manifs. À Bordeaux, ville où les gilets jaunes sont fortement mobilisés chaque samedi, la mobilisation a aussi pris de l'ampleur. 4000 manifestants et selon notre journaliste Théo Cazenave, entre 200 et 300 manifestants ont été nassés et gazés. Eh bien, merci pour ce point, Irving. À présent, reparlons du Venezuela. Le pays, vous le savez, est en prise à un changement politique par la force puisque Juan Guaidó, qui est l'ancien président de l'Assemblée, s'est lui autoproclamé président. Hier, la France l'a reconnu président et d'autres pays européens comme l'Espagne et l'Allemagne ont fait de même, suivant les États-Unis. Mais l'Italie, la Grèce et la Belgique s'y sont, eux, opposés, tout comme la Russie et la Chine. Alors, nous avons joint la journaliste et documentariste Angèle Savino, qui vit depuis de nombreuses années au Venezuela. Nous lui avons demandé de nous expliquer quel segment de la population soutenait chacun des deux camps. Rappelons quand même que Juan Guaidó n'est qu'un président virtuel pour le moment, car il ne contrôle aucun levier du pouvoir en interne. On écoute Angèle Savino. Écoutez, pendant très longtemps, surtout à l'époque de Chavez, il y avait une véritable guerre des classes, avec une opposition entre les classes populaires chavistes et l'opposition composée majoritairement de classes moyennes et hautes. Aujourd'hui,
cette polarisation n'est plus aussi évidente. La majorité des gens très pauvres continuent de bénéficier des programmes sociaux du gouvernement, donc ils soutiennent le gouvernement. Mais il y a aussi, et particulièrement dans les quartiers pauvres, des jeunes qui sont très affectés par la crise économique. Et ce qui est inquiétant dans ce secteur de la population, c'est qu'ils expriment leur violence face à Maduro. Ils sont sortis dans la rue pour s'affronter aux policiers le 23 janvier. Mais lorsque à ces gens-là, on leur demande, vous savez ce que c'est la guerre ? Ils n'ont pas conscience de ce que ça signifie. La crise vénézuélienne se traduit également par une guerre médiatique tous azimuts. Angèle Savino nous raconte comment elle la vit. Voilà. Après, au niveau international, je crois que la guerre médiatique contre le chavisme est très violente. On assiste à une véritable asymétrie au niveau de l'information. Tout se joue au niveau international. Mais du coup, la seule chaîne internationale qui défend la ligne éditoriale du gouvernement, qui est Télésourd, eh bien, se retrouve finalement dans l'obligation de faire l'inverse, c'est-à-dire de minimiser l'importance de la manifestation de l'opposition et de ne parler que de la manifestation du chavisme du 2 février, là, de samedi dernier, tout simplement parce que de l'autre côté, les médias internationaux ont complètement occulté la manifestation chaviste. Une possible guerre civile en cas d'aggravation des pressions extérieures est dans tous les esprits et le seul verrou qui pourrait empêcher un tel scénario catastrophe, c'est l'armée, selon Angèle Savino. Le haut commandement militaire a réitéré sa loyauté au président Nicolás Maduro et les soldats, les réservistes, la milice, qui sont ceux qui sont prêts, préparés à prendre les armes en cas de guerre, eh bien, ils sont très patriotes, très fidèles à la révolution. Contrairement, ça c'est important de le préciser, à d'autres pays comme le Chili, les soldats vénézuéliens proviennent des classes populaires. Ce sont des Noirs, métis, et cela remonte à l'époque de Simón Bolívar, des guerres d'indépendance, lorsque le libérateur en fait, s'est uni avec le peuple pour gagner la guerre contre l'Espagne. Et c'est d'ailleurs Pétion en Haïti qui lui a fourni une aide militaire en échange de l'abolition de l'esclavage, ce qui n'était pas quelque chose que pouvait imaginer au début Simón Bolívar, qui provenait d'une classe très, très élitiste, enfin une des plus riches du Venezuela. Voilà, et donc Hugo Chavez c'est pareil, il vient plutôt d'une famille pauvre, et lorsqu'il a organisé sa rébellion militaire contre le président Carlos Andrés Pérez, dont on a célébré hier l'anniversaire, le 4 février 1992, il a réussi à organiser une armée de 2000 personnes qui provenaient qui provenaient des classes populaires. Et puis après le coup d'État dont il a été victime en 2002, il a organisé, il a préparé en fait les soldats à défendre la patrie bolivarienne, à les former idéologiquement à cette défense de la patrie. Donc voilà, pour vous donner un exemple, samedi je discutais avec un ami au marché aux légumes et je lui disais qu'il y avait apparemment un officier, enfin un directeur des forces aériennes qui avait appelé à ne pas reconnaître Nicolás Maduro et il m'a répondu ironiquement, comme toujours, les traîtres, ce sont les classes moyennes. Merci à la journaliste Angèle Savino, qui est donc sur place au Venezuela pour son décryptage de la situation. Focus maintenant sur le grand débat national. Danielle Moati-Gornet est enseignante à la retraite et gilet jaune. Elle a déposé son cahier de doléances à la mairie de Fouras en Charente-Maritime et est venue sur le plateau du Média nous faire part de ses revendications et de son sentiment à l'égard de la grande consultation nationale qui se tient encore actuellement. C'est son face-cam. Regardez.
Alors moi je m'appelle Danielle Moiti-Gornet, jusqu'au mois d'octobre j'étais encore professeure d'histoire et de géographie, je suis donc une jeune retraitée. Je suis féministe, c'est un engagement très important que j'ai depuis l'âge de 15-16 ans. Je suis syndicaliste, j'ai ma carte à Force ouvrière et je suis gilet jaune parce que dès les premiers moments, ce mouvement m'a immédiatement interpellée et m'a rappelé, je pense, le mouvement des sans-culottes. Pour moi c'est un lien avec la grande révolution. Je dirais que ce n'est pas ma situation sociale qui m'a amenée dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que moi je suis une privilégiée. Ça fait longtemps que je milite pour qu'on change la vie, parce que moi je suis restée fidèle à mes idéaux de l'union de la gauche. Je ne peux pas être complètement épanouie dans un monde où il y a... dans un pays, en tout cas, où il y a 6 millions de personnes pauvres, des millions de chômeurs. Et puis aussi parce que j'ai une petite maison à Foura. C'est une petite ville de 4000 habitants qui est sur la côte atlantique, donc qui est très sympathique. Mais je veux dire, à part un petit nombre de personnes qui gagnent bien leur vie, les gens sont obligés de se déplacer en voiture. C'est impossible à faire autrement. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, donc il faut bien qu'ils accompagnent leurs enfants. Pour n'importe quelle démarche, il faut prendre la voiture. Donc sur les ronds-points, j'ai su très vite qu'il y avait mon boucher, l'artisan qui vient nous faire de la plomberie, des amis qu'on s'est fait à Foura qui votent à gauche. C'est une petite ville, mais c'est quand même 40% qui votent pour le Front National. Donc c'était pas gagné que sur les ronds-points on parle d'autre chose que d'immigration. Eh ben, c'est pas du tout la question. Les gens, ils sont vraiment partis sur les problématiques de pouvoir d'achat et les problèmes de mobilité, de transport. Ces gens-là, ils peuvent pas partir comme le PDG de Auchan en Belgique pour pas payer d'impôts. Alors moi, j'ai rempli 2 cahiers de doléances très différents. J'en ai rempli un à Foura, et j'en ai rempli un à Paris 11e où j'habite. Alors celui de Foura était libre, c'est-à-dire on arrive et on écrit ce qu'on veut écrire. Donc j'ai beaucoup écrit. Alors comme j'ai une habitude de professeur d'histoire et de géographie surtout, j'ai fait ça à plusieurs échelles. J'ai fait échelle européenne, parce que je pense qu'on ne parle pas assez de l'Union européenne, des traités qu'il faut dénoncer, qu'il faut tenter, si c'est possible, de renégocier et voir sinon de sortir de ces traités qui nous empêche d'avoir une vraie politique différente, en particulier économique. Moi, là-dessus, je rejoins tout à fait Emmanuel Todd sur la question de l'euro. La souveraineté, ça passe aussi par la souveraineté monétaire. Après, j'ai fait quelque chose de niveau national, et donc pour moi aussi, ce qui est très important, on peut discuter, même si là émerge avec les femmes gilets jaunes, ces questions d'égalité femmes-hommes. Donc, c'est une des premières choses, une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Comme en Espagne, la loi 4, ça permet à chaque fois qu'on fait une loi, à chaque fois qu'on fait quelque chose, de se poser la question de ces inégalités, de ces violences. Et puis après, je crois que j'ai repris les mêmes choses, l'augmentation du SMIC, la justice fiscale. Moi, je suis pour que tout le monde paye des impôts de 1 euro, mais avec des tranches qui vont prendre jusqu'à 80-90% pour ceux qui ont des très hauts revenus. Puis après, à l'échelle locale, parce qu'il y a aussi des choses à dire sur la mairie de Foura. Et puis à Paris, alors le cahier, c'est pas du tout le même, il est un peu pré-mâché. Alors je comprends, parce que là, quand j'y suis allée la semaine dernière, ils étaient déjà à leur 2e cahier de doléances rempli. Donc ils ont un peu structuré ça, et donc pour un peu restreindre. Et donc là, on vous demande les premières mesures qu'on voudrait voir appliquées. Donc là, j'ai parlé évidemment toujours de la question des femmes, aussi des mesures institutionnelles, parce que moi je pense qu'il faut une 6e République, une nouvelle constitution. Je suis plutôt pour la proportionnelle intégrale, avec même le fait qu'on aura des députés Front National. Ce parti n'a malheureusement pas été interdit quand il le fallait. Maintenant, il faut comprendre qu'on a 16 millions de personnes qui ont voté FN. C'est votre voisin, votre boucher, votre instituteur, vous ne savez pas. Et il faut bien discuter avec ses concitoyens et ses concitoyennes-là. Alors moi, j'ai une position un peu, peut-être qui va sembler ambiguë. Alors, je pense que c'est un enfumage complet. Je pense qu'il n'en sortira rien. Je pense que c'est très bien que les partis et les syndicats n'aient pas appelé à y aller. Moi, j'irai en tant que personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question que je laisse la parole à Sens Commun, qui veulent remettre en cause le mariage pour tous, etc. Ces gens-là, ils sont très bien organisés, ils ont déjà détourné des débats. Il n'est pas question que justement le Front National, l'extrême droite, les identitaires, qui vont être là,
connaissent la politique de la chaise vide. Je comprends parfaitement qu'on n'y aille pas, je comprends, mais moi, mon idée, c'est qu'il faut réorienter les débats comme il faut, discuter. De toute façon, ça me permettra de discuter avec plein de gens avec lesquels je ne suis pas en contact. Écoutez, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. J'étais à une manifestation à La Rochelle. Je suis en contact avec les Gilets jaunes du 17. Je regarde les pages de Flyrider, je regarde les stylos rouges, puisque en tant que... je suis encore très proche du milieu enseignant, etc. Je ne vois apparaître absolument aucune question sur l'immigration. Pour être honnête, j'ai l'impression de retrouver pas mal des idées de la France insoumise. Et donc, ça devrait les questionner. C'est-à-dire, soit ils étaient vraiment en avance, soit ils n'ont pas su communiquer ou pas su bien faire passer leur programme. Donc moi j'ai voté pour eux au premier tour. Peut-être aussi il faudrait qu'on continue à parler de la transition énergétique qui est un peu absente quand même des problématiques. Puisqu'on parle des Gilets jaunes, ce week-end, au même moment où pour le 12e week-end, les Gilets jaunes se sont mobilisés dans les rues, il y avait la 26e édition du Festival Fantastique de Gérardmer dans les Vosges. Les Gilets jaunes ont profité de la notoriété du festival pour venir manifester pacifiquement contre les violences policières. Camille Chasserus et Marion Plantier ont été à leur rencontre. Reportage. Et tous les samedis, vous venez pas que ici, vous m'avez dit? Non, on a fait Nancy, Bar-le-Duc, Épinal, des manifestations jusqu'à 4000 personnes. Ouais. Même si les médias, du moins les médias d'État, nous ont annoncé les 500 ou 600 personnes. On est toujours entre 4 à 6 fois plus nombreux que les chiffres annoncés. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois que vous défilez à Gérardmer? C'est la première fois qu'on défile à Gérardmer. Est-ce que c'est le festival qui vous a poussé un peu à venir ici? C'était le but que ce soit un peu plus médiatisé. Quand même, on n'est pas structuré. Ouais. On reste libre et indépendant. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que ce soit pas comme ça au niveau national. Parce que ça éviterait des listes qui n'ont rien à faire aujourd'hui, aller en politique. Vous en pensez quoi de la liste européenne? Moi, je trouve que c'est pas bon. On ne peut pas aujourd'hui mettre ensemble sur une liste des gens qui viennent de chez Mélenchon avec des gens qui viennent de chez Le Pen ou pourquoi pas de chez Macron. Mais autant on peut être tous unis dans leurs revendications parce qu'on réclame les mêmes choses, mais on n'a pas les mêmes opinions. Je pense que la politique, laissons-la faire aux politiques. On est bon dans leurs revendications, restons dans leurs revendications. Notre président, c'est un fumiste. Il nous en fume en permanence. On n'obtiendra jamais rien de lui. On sait très bien par qui il a été mis là, c'est un pion. C'est le pion qui fait son travail. Mais aujourd'hui, il n'a rien à foutre du peuple. D'ailleurs, il nous méprise. Parce que quand je vois ici, vous avez tout à l'heure la dame qui était à côté de moi, le Bordeaux, qui a 42 ans de travail en manufacture, qui a 750 € de retraite. Bon, personnellement, je suis en retraite depuis 2008. J'ai 40 € de moins qu'en 2008. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il m'a grignoté entre 25 et 30% de mon pouvoir d'achat. Et en plus, il me met une CSG. Merci Macron. Vous avez l'impression, autour de vous, dans les Gilets jaunes, c'est plus des gens politisés, pas politisés? Comment ça se passe? Moi, je pense que les gens se politisent quand même un petit peu de plus en plus. Ouais. Donc forcément, quand on se rend un peu compte et qu'on s'informe surtout, forcément tout débouche là-dessus. C'est l'avantage aussi de la manif, c'est que tout le monde discute ensemble. Voilà, ça laisse un petit peu de côté tous les différends qu'il peut y avoir de temps en temps. Leurs armes là, gogo, qui tuent, qui blessent, qui estropient.
faut qu'ils arrêtent et qui ramassent les gens qui font le désordre sans provocation. C'est faisable. Et il y a eu à Belfort, il n'y a pas eu d'échauffourée. Aujourd'hui, il faut que les gens, réveillez-vous, quoi. On veut empêcher de manifester. Et si aujourd'hui, on ne fait rien avec tous les blessés qu'il y a eu, avec tout ça, c'est pas normal. Les gens seront morts gratuitement, alors qu'on a les droits de l'homme. On est quand même dans un pays des droits de l'homme. Et tout ça, c'est honteux. C'est honteux ce qui se passe. Merci, vous pouvez entamer une Marseillaise, pour ça c'est joli là, à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de cette autre 20h. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, continuez de partager, de liker nos contenus. Ce qui fait vivre le média, c'est vous, ce sont vos dons. Alors n'hésitez pas à nous aider à financer une information libre et indépendante. Vous retrouvez tout de suite l'autre interview. Vous avez sans doute suivi cette affaire. La France va peut-être devoir rapatrier sur son territoire quelques 130 personnes présumées terroristes. Le gouvernement aurait préféré les laisser enfermés dans les prisons syriennes, mais le retrait américain change la donne. Pour décrypter cela, Yanis Mamdi s'entretient avec Romain Caillé, auteur sur Libération du blog Djihadologie. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.